Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour parler, selon moi, de la meilleure façon de commencer l'airsoft, mais on en parle juste après ça. En introduction, et parce que il y aura sûrement un certain nombre de débutants qui vont regarder ma chaîne, lorsque on développe une chaîne YouTube, c'est important d'avoir des petits financements qui nous permettent de fournir du contenu. Là, c'est très très simple. En fait, moi, je ne vends rien, je n'ai pas de business avec une entreprise ou une autre. Simplement, si vous faites vos courses chez Airsoft Entrepôt en utilisant le lien qui est dans la description, eh bien, ça me permettra d'avoir quelques euros de gratification qui me permettent d'investir et de présenter du contenu. Ceci étant dit, je trouve qu'il est extrêmement important d'avoir une réflexion de base lorsque l'on est débutant et qu'on veut commencer l'airsoft ou que on vient juste de commencer l'airsoft. D'accord ? Cette réflexion de base, elle va permettre de commencer ce loisir de manière positive et soutenante pour globalement notre communauté. Vous avez une responsabilité en commençant qui est encore plus importante que celle des anciens, parce que vous êtes la nouvelle génération d'airsofters. Et la nouvelle génération d'airsofters, elle a des responsabilités pour que notre loisir dure, qu'il dure longtemps, et qu'il ait une belle image. On va déjà s'appuyer sur ce que moi, j'appelle un débutant. Nous, dans notre association, AETB, Team Radva, on a réfléchi à ce que c'était qu'un débutant, et ça nous a amené, lorsque les débutants viennent jouer sur nos parties, à proposer un accompagnement spécifique. Un débutant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas son environnement, qui n'a pas de technique, qui ne connaît pas son matériel. Tout ceci va participer à un certain état de confusion. Il y a du stress, du trac, de l'interrogation, des surprises, un peu de peur parfois, ce qui génère énormément d'émotions et donc de la charge mentale. On se retrouve en partie désorienté pendant l'action et ça amène des difficultés techniques, matérielles, physiques, qui sont accidentogènes. Accidentogènes, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ça va favoriser le fait de vous faire du mal ou de faire du mal aux autres. Or, on en parlera après, l'objectif de l'airsoft, c'est de se faire plaisir, ça n'est en aucun cas de se faire du mal. C'est pour ça que lorsqu'on accueille des débutants, nous, on a le sujet de leur sécurité. On en parlera sur le plan de la revue. Je vais vous détailler les différents chapitrages. Et on a le souci de l'encadrement, de l'accompagnement et du bordage. C'est-à-dire d'être avec vous pendant toute la durée de cette activité pour qu'il y ait le moins de soucis possible. Maintenant qu'on est à peu près d'accord sur ce que c'est qu'un débutant, pour moi, je vais vous parler de l'état d'esprit, qui est fondamental. Ensuite, on va parler du matériel que l'on doit acheter ou pas. On va traiter comme sujet la réplique principale, la réplique secondaire, la tenue, le gear, c'est-à-dire le porte-plaque, ou en tout cas le matériel qui nous permet d'emporter un certain nombre de choses pour jouer. Et on va parler aussi de l'attitude, qui va évidemment conditionner votre divertissement, mais le nôtre aussi. Et finalement, j'évoquerai très rapidement ce que l'on peut faire à domicile pour se préparer physiquement et techniquement. Alors, dans un premier temps, parlons de l'état d'esprit. Nous pratiquons un loisir, ça n'est pas du sport. Au football, l'objectif c'est de mettre un ballon dans des cages, quel que soit l'état d'esprit, voire dans des conditions de fair-play approximatifs. Je prends le foot par hasard, d'accord ? Là, c'est pas ça du tout. L'objectif d'un loisir, c'est, depuis le XVIIIe siècle, d'un point de vue étymologique, se divertir. Le loisir, c'est se divertir, se faire plaisir, s'amuser, se changer l'esprit. D'accord ? On n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans des objectifs qu'on doit remplir à tout prix. Non, on doit se divertir dans un cadre divertissant. Ça veut dire qu'on est tous concernés. Il n'y a pas les uns contre les autres. Il n'y a pas les bleus contre les rouges, les Américains contre les Russes, les Français contre les Allemands, les Polonais contre... Non, on a des joueurs qui manipulent des jouets et qui, dans un cadre de scénario, vont s'amuser tous ensemble. Le but, c'est on s'amuse tous ensemble. On vient pas s'affronter aux autres. Le scénario, on parle d'objectif, mais l'objectif ultime, c'est se divertir tous ensemble.
Si vous avez d'abord cet état d'esprit, vous êtes déjà bien parti pour commencer l'airsoft. Deuxième chose, le fair play. Le fair play est fondamental dans notre loisir. Pourquoi? Parce que nous n'aurons aucune tache de peinture à l'impact. On ne fait pas de paintball. On n'aura pas une espèce d'épaulière clignotante. On ne fait pas de laser game. On fait de l'airsoft. On va ressentir l'impact. On va être saoulé d'avoir mal progressé, pas vu la fenêtre derrière nous, pas vu le collègue qui était planqué. On va être saoulé d'avoir été touché, mais on va être fier de déclarer la touche. Moi, je crie haut et fort ma fierté, mon fair play. Out! D'accord? J'ai été touché. Je déclare, je suis airsofter. D'accord? Donc, ne confondez pas la partie qui est effectivement difficile à supporter d'avoir été touché, il faut repartir au spawn et compagnie, et la fierté qu'il y a à se déclarer. Ensuite, à respecter les règles. Le foulard de touche, parce que c'est ce qu'ont demandé les orgas. Poser un genou, pour faciliter le jeu. S'écarter des lignes de tir, parce que c'est logique. Respecter les règles d'infirmier. Allumer la petite lumière, si c'est la nuit. Bref, le fair play. On l'a encore vu ce week-end, ça crie beaucoup sur ça prend pas ses billes, ça prend ses billes, ça prend pas ses billes. C'est essentiellement ça qui crée de la tension. Alors attention, on n'utilise pas des armes à feu pour savoir si la bille elle a bien touché à 60 mètres, les gars. Bon, voilà. Mais le fair play, on doit pouvoir se faire confiance les uns les autres. Il y a une seule chose qui fait la réputation d'un airsofter, c'est est-ce qu'il est fair play, est-ce qu'il n'est pas fair play. Moi, je veux bien qu'on dise de moi que je progresse mal, que je tire mal, que mon camo il est pas comme il... Oui. Mais la seule chose qui peut me toucher négativement, moi, me toucher en fait, c'est de me dire, Gorky, lui, ce gars-là, il prend pas ses billes. Donc de me dire que je suis pas airsofter et que au bout de 10 ans, j'ai totalement échoué. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on fait pas de politique. D'accord? On porte pas l'uniforme. On se déguise en soldat américain, en soldat polonais, français, allemand, russe, ukrainien. On se déguise. On ne porte pas les couleurs d'un pays. Tous ensemble, ça fait partie du divertissement. Ils appellent ça le cosplay dans les pays anglo-saxons. On se déguise, d'accord? Tranquille. Et on ne vient pas porter les valeurs ou soutenir la politique de qui que ce soit. Donc on se prend pas la tête parce qu'un tel, il mettrait un ruban de Saint-Georges, que l'autre, il porterait le drapeau américain, ou ceci ou cela. On respecte la loi, il y a un nombre de signes qui ne peuvent pas être portés, qui renvoient soit au terrorisme, soit à un certain nombre de lois mémorielles. Bref, on respecte la loi, mais en dehors de ça, on se déguise et on est détendu. Bien, ça a l'air d'être du blabla, mais c'est fondamental. Si déjà vous entrez en airsoft dans ce loisir avec le bon état d'esprit, les filles, les gars, vous avez tout compris, d'accord? Et vous serez tout de suite un bon airsofter, selon mes critères à moi et les critères de très nombreux joueurs. Maintenant, je vais vous parler de la première ligne budgétaire, la ligne qui est fondamentale. Oui, c'est pas la ligne qui fait le plus rêver quand on commence l'airsoft, mais c'est la ligne prioritaire. Je vous ai dit que c'était un loisir accidentogène. Oui, parce que l'on se projette des billes à grande vitesse. Elles ont un certain poids. Elles dispersent de l'énergie cinétique et elles peuvent endommager votre corps et notamment le globe oculaire. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire d'airsoft sans porter des protections oculaires, lunettes, masques, casque intégral, d'accord, qui vont vous permettre de vous protéger plus ou moins efficacement. Et oui, parce que toutes ces protections oculaires, si elles sont minimales, ne sont pas toujours optimales. Bien sûr que le casque intégral est ce qui vous protégera le plus. Mais souvent, ce qu'on retrouve dans les starter packs, c'est-à-dire les packs des débutants, ce sont des lunettes. Et ce que portent, on va dire, un certain nombre de joueurs confirmés, ce sont des lunettes aussi. Le problème des lunettes, c'est que elles n'ont pas forcément une forme anatomique qui vous corresponde à vous. Elles sont rigides, vous les mettez sur le visage et je vois parfois jusqu'à 2 cm entre la pommette et la paroi des lunettes. 2 cm. Les billes, elles font 6 mm de diamètre. Donc elles ont largement de quoi passer. Vous vous tournez comme ça, la bille, elle arrive de côté, elle vous prend le côté du globe oculaire. J'ai déjà vu aussi une situation avec un joueur contre une paroi métallique. La bille vient dans la paroi métallique, elle rebondit dans la lunette et elle revient dans l'œil. Urgence. D'accord? Donc, si vous avez des lunettes, lorsqu'elles arrivent, elles n'ont pas forcément besoin d'être très chères. Notre ami Bonzi, qui joue bouclier, très longtemps a joué avec des lunettes Airsoft Entrepôt premier prix, il n'avait aucun souci. Par ailleurs, les lunettes lui allaient parfaitement bien, elles englobaient parfaitement son visage. C'est ça qui est important. Lorsque les lunettes arrivent, si vous débutez, prenez les lunettes avec un élastique,
ou mettez-en un pour éviter les chutes de lunettes dans la confusion, parce que vous allez être plus dans la confusion qu'un confirmé. Et 2, vérifiez qu'il n'y a pas de quoi passer un doigt à un endroit ou à un autre. Et sinon, ce que je vous recommande, c'est de porter un masque. Ils sont un peu plus chers, voilà. Je vais avoir là ici la démonstration. Là, il y a la simulation d'un joueur, et on en parlera parce qu'il lui manque quelque chose, on en parlera juste après. Ce joueur porte un masque. Avec le masque qu'il porte, eh bien, quelle que soit la forme de son visage, le masque qui est légèrement souple va s'appliquer. Le masque est mis contre le casque, mais il peut être mis au niveau de la tête. C'est plaqué, aucune bille ne passera nulle part. Sur la question de la buée, les lunettes, le masque, franchement, quand on doit avoir de la buée, on a de la buée. L'intérêt du masque, c'est les gouttes de sueur qui viennent nourrir en humidité les sourcils et qui font qu'ensuite, si les sourcils, moi j'ai les arcades sourcilières assez proéminentes, assez facilement les sourcils sont contre les parois des lunettes. Et on va avoir la sueur qui descend en gouttelettes, là comme ça, à l'intérieur des parois de lunettes. Alors c'est pas de la buée, hein, c'est carrément du liquide qui coule. Bien. Au moins avec le masque, la sueur s'arrête sur les mousses et ne descend pas à l'intérieur du masque. Bon, faites attention, il y a des normes, vérifiez que lorsque vous commandez, si vous commandez sur Amazon, vous n'êtes pas sûr d'avoir des lunettes aux normes. Commandez sur des shops, en ligne ou bien in situ, vérifiez bien qu'on est sur les normes CE-EN 166, d'accord? La norme qui permet de jouer à l'airsoft sans risquer que les billes cassent les lunettes. Attention, les lunettes grillagées sont interdites. Les billes bio d'aujourd'hui éclatent en partie au contact du grillage et se répartissent en fine poussière dans le globe oculaire. Ça ne pose de problème qu'au bout d'un certain temps, mais on ne porte pas de grille. Sur la plupart des terrains, elles sont interdites. Parfois, il y a quand même des gars qui portent des choses qui sont un peu à la limite. Attention à vos yeux. Deuxième chose, les dents. Attention à vos dents. Même à 60 mètres, une bille peut vous casser une incisive. Je l'ai vu aussi dans ma carrière d'airsofter. Là, le joueur ressemble à un opérateur, il est beau gosse, il a tout ce qu'il faut, etc. Le beau petit casque Thor russe, etc. Oui, mais là, il a mis une simple cagoule. En aucun cas, une cagoule va vous éviter une casse dentaire. En aucun cas. Donc, il va falloir porter un stalker. Qu'est-ce que c'est que le stalker? C'est une grille métallique qui va tenir contre le visage. Alors, il y en a plein de formes différentes, hein, vous choisirez. Souvent, dans les starter packs, on a une grille métallique entière qui a comme intérêt de pouvoir se moduler, se transformer, se manipuler un petit peu sur le visage, mais qui est souvent inconfortable, d'accord? Moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt ce type de grille, avec du tissu de chaque côté, qui fait que lorsque vous la mettez, vous voyez, eh bien, le tissu va se mettre bien contre les pommettes, et ça va permettre d'avoir, on va dire, une intégration ergonomique de la protection à votre visage. Ça, c'est fondamental. Pensez bien à vos dents. La troisième chose que l'on doit protéger et qui va devenir obligatoire sur de plus en plus de terrains, ce sont des chaussures hautes, avec une tige haute. Voilà, je vais vous montrer typiquement mes chaussures à tige haute, d'accord? Des chaussures qui vont protéger vos chevilles. Je vous ai dit tout à l'heure, votre divertissement garantit le divertissement de tous. Imaginez bien que si vous vous pétez une cheville au bout de 2 heures, les organisateurs vont devoir faire venir les pompiers, ça va perturber tout le monde, et vous allez stopper une partie du jeu pour la totalité des joueurs présents. Donc vous avez une responsabilité quant à vous-même, mais quant à nous tous, de vous mettre en sécurité. Attention, faites la différence entre les tiges moyennes et les tiges hautes. Là, on est sur une tige moyenne, là, on est sur une tige haute. Là, on va dire qu'on va avoir 3 hauteurs de protection. Là, ici, on va être un petit peu plus bas. Si vous avez l'impression que c'est exactement la même chose, non. Celle de gauche tient franchement plus. Donc, essayez de commander des chaussures. Si vous avez la possibilité de différencier tige basse, rédhibitoire, c'est non. Tige moyenne, tige haute, qui peut le plus, peut le moins. Prenez une tige haute. Ça m'arrive, avec mes tiges moyennes, de me faire un petit peu mal à la cheville. Jamais avec mes tiges hautes que j'utilise plus sur les OP et les terrains complexes. D'accord? Ensuite, les mains. Oui, les mains, c'est important. Lorsque vous manipulez une réplique, vous avez les mains devant vous et souvent, ce sont elles qui prennent les billes. Moi, je vois régulièrement des joueurs ou des joueuses qui mettent des gants qui vont avoir une coque au niveau du coup de poing. Mais on part pas pour boxer, on va recevoir des billes.
là où on a le plus souvent d'impact sur les mains, ce sont sur les 2 premières phalanges, d'accord? Là, je vais vous montrer mes gants et les gants que j'utilise pour l'Ultra CQB, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, un environnement où il y a énormément d'impact, des contacts extrêmement proches. On va jouer dans des bâtiments, dans des salles. Là, ici, vous voyez, on va avoir du plastique dur jusqu'au bout des mains. Ici, toute la partie là est entièrement protégée. Pas l'index qui va être utilisé en fait et qui va être protégé au niveau de la queue de détente. Et vous voyez, moi je mets ma main comme ça. Cette main-là va être extrêmement exposée. Et donc, j'aurai les 2 gants qui vont me permettre de protéger les phalanges. Si vous vous interrogez sur quel choix de gants, des gants qui protègent ces 3 doigts-là jusqu'au bout. D'accord? Bien. Les gants aussi, quand vous chutez au sol, si vous avez une protection au niveau de la paume, là on a joué dans un environnement dit urbex, c'est-à-dire une ancienne carrière de dynamite, il y a énormément de bâtiments, vous n'êtes pas à l'abri d'un clou, d'un aimant métallique, d'un boulon, d'un bout de verre. Au moins, ça va limiter la blessure. Ne serait-ce que l'abrasion, d'accord? Des gants, les mains, dès le lendemain, vous conduisez, vous bossez et compagnie. Une main esquintée, on peut plus rien faire. Ensuite, on va parler des genoux. Pourquoi les genoux? Eh bien, pour plusieurs raisons. 1, si vous chutez. 2, les positions de tir, régulièrement, nécessitent de poser un genou pour engager l'adversaire avec plus de stabilité. Intérêt de ne pas avoir genou dans les cailloux, et ce que j'ai dit tout à l'heure, les petits morceaux de verre, les petits morceaux de ferraille, etc., etc. Dernière chose, lorsque vous êtes fatigué, poser un genou, ça permet de ralentir le métabolisme, consommer moins de calories, faire baisser la température, vous reposez. D'accord? Si vous avez le genou posé sur le béton ou dans la genouillère, je vous assure que c'est pas la même chose. Deuxième chose, les coudières, pareil que pour les genouillères, si vous chutez, c'est toujours intéressant pour éviter de vous casser le coude. Deuxième chose, si vous rampez, je peux vous dire que sur une séance de ramping, si vous avez les coudes dans les ronces ou les graviers, ou si vous vous appuyez sur les coques de vos coudières, ça sera pas le même confort. Et on va arriver maintenant à ce qui fait fantasmer un maximum les airsofters. On va être sur les répliques d'armement. En grande partie, ce qui nous a attirés et qui a fait qu'on a eu envie de faire de l'airsoft. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est peut-être pas une règle absolue, mais elle est quand même très largement vérifiée. Ce que vous allez acheter, à partir du moment, là, je vais vous décrire un certain nombre de choses sur la revue, quasiment tout ce que vous allez acheter, à partir des conseils suivants, vous allez essayer de le revendre au bout d'1 an, ou de toute façon, au bout d'1 ou 2 ans, vous l'utiliserez plus. D'accord? On a tous revendu nos premières répliques, primaires, secondaires, nos tenues et nos gilets. Je pars de cette idée-là pour vous faire mes recommandations. Alors, la réplique principale, la première chose que je vous recommande, pas de fusil de précision. Ne choisissez pas de débuter en étant sniper. Quand il y a 80 joueurs sur une partie avec essentiellement des confirmés, je vais avoir 4 snipers, et sur les 4 snipers, j'en ai 2 qui, selon moi, sont des snipers, et 2 qui se déguisent en sniper, mais n'ont pas vraiment un jeu de tireur de précision. C'est très difficile. Ça demande d'avoir une réplique très bien préparée. Les répliques bien préparées sont très chères. Il faut avoir une vraie lunette de précision. Il faut être capable de la zéroter. Il faut avoir de la place pour le faire. Ne commencez pas sniper. Si vous voulez jouer sniper, prenez le temps de vous installer dans le jeu, d'être détendu, expérimenté, puis de choisir de le faire. Choisissez un fusil d'assaut. Alors là, moi, oui, je suis sur une chaîne russophile, mais sinon, choisissez le fusil d'assaut que vous voulez. Tant que c'est pas un sniper, vous pouvez choisir le fusil d'assaut que vous voulez. Les critères pour le fusil d'assaut, c'est de pouvoir l'utiliser dans toutes les situations. Et là, ça va être conditionné par 2 choses. 1, la puissance de la réplique. Dans la plupart des associations, lorsque vos répliques tirent à 330 FPS, on va me dire oui, maintenant on parle en joule, à 330 FPS et moins, vous allez pouvoir la jouer dans les bâtiments, à l'extérieur des bâtiments et sans distance de sécurité. Faites attention, si vous passez les 330 FPS, il y a un certain nombre de terrains de jeu où vous n'aurez pas le droit d'entrer les bâtiments, où vous n'aurez pas le droit de tirer à partir des bâtiments, où vous aurez des distances d'engagement de 10 ou 15 mètres qui feront que si le gars est à 5 mètres, vous ne pourrez pas lui tirer dessus. Et si vous n'avez que le fusil d'assaut, c'est terminé. D'accord? Deuxième chose, vous devez avoir un chargeur haute capacité, c'est-à-dire qui va réunir 400, 500 billes. Voilà, comme ce chargeur, ici, c'est un chargeur d'AK, qui va avoir en dessous une molette. Cette molette
va permettre, alors que j'ai un puits ici de chargement que je vais pouvoir remplir avec mon sac de billes, de faire remonter les billes ici, au niveau du petit trou là, sur le puits d'alimentation de ma réplique, et je vais pouvoir régulièrement remonter les billes, et avec 500 billes, largement jouer la matinée s'il faut, et en tout cas, le scénario, puis revenir, en remettre, etc. etc. D'accord? Vous devez, avec cette réplique principale, avoir une énergie qui la fasse fonctionner. Donc, on est sur chargeur de batterie et 2 batteries, s'il vous plaît, pas une. Dans les starter packs, et je vous en montrerai, Airsoft Entrepôt en propose un certain nombre, dans les starter packs, eh bien, il n'y a qu'une seule batterie. Encore une fois, là, ce dimanche, j'avais un jeune joueur à côté de moi qui tirait à 50 mètres avec un pistolet, de manière relativement inefficace. Pourquoi? Parce que sa batterie était HS. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi tu passes pas sur ta batterie secondaire, il n'en avait pas. D'accord? Donc, on a 2 batteries. Les 2 batteries, on les a du matin au soir sur soi, ok? Et de toute façon, le midi, à la pause, on la change pour éviter de descendre trop bas la charge de la batterie. On n'attend pas d'avoir un moteur poussif et une batterie quasiment morte pour la changer. Donc, 2 batteries, les gars. Si vous avez fait ça, à partir de là, ça y est, vous pouvez aller jouer. On pourrait s'arrêter là. Je pourrais arrêter ma revue là tout de suite parce que vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous êtes en sécurité, ça a été le thème numéro 1. Vous avez un lanceur qui peut intervenir s'il est bien à 330 fps et moins dans n'importe quel environnement et à bout portant. Ça y est, vous pouvez aller jouer. Vous êtes totalement autonome. Pas la peine d'investir plus. D'accord? Moi, je ne pousse pas la consommation. Il y a trop d'argent qui est dépensé dans l'airsoft par des gens qui ensuite vont se débarrasser de quasiment tout leur matériel, soit parce qu'ils arrêtent, soit parce qu'ils évoluent et qu'ils réalisent que le matériel de débutant qu'ils ont acheté n'a aucune valeur ou s'est détérioré et qu'ils ont perdu leur premier investissement. On va passer dans cet état d'esprit sur la réplique secondaire, le pistolet, qui là aussi est un objet de fantasme, et je le comprends et je le respecte. J'ai plein de pistolets pour les airsofters. Alors, je vous ai expliqué que ça n'était pas indispensable, puisque si vous avez investi, comme je vous ai dit dans la réplique de fusil d'assaut, pas besoin de pistolet. Bon, imaginons que vous voulez quand même un pistolet. Attention, le débutant va être d'autant plus mal à l'aise que le pistolet est complexe. Les pistolets les plus complexes sont les pistolets à gaz et CO2. Entretien, démontage, gestion de la pression, gestion des joints et des appuis, manipulation. Et puis si vous avez un pistolet, il faut plusieurs chargeurs. Et puis il faut un holster, et puis peut-être une dragonne, et puis du coup une ceinture pour poser le holster. Et là, vous allez dépenser plus pour le pistolet, qu'éventuellement vous allez utiliser en fonction des terrains beaucoup moins que le fusil d'assaut. Eh bien, votre budget juste pour le pistolet, qu'éventuellement vous allez très peu utiliser, va exploser le budget du fusil d'assaut, donc doubler votre budget d'airsofter. Bien. Si franchement, vous souhaitez pas écouter cette part de réflexion et que vous voulez absolument avoir un pistolet, commencez éventuellement, si vous préférez le gaz, avec un pistolet avec une culasse non mobile, un non blowback. 2 intérêts, tombe moins en panne et marche presque par tous les temps. D'accord? Le but quand même, c'est que ça tire par tous les temps. La problématique des répliques à gaz, blowback, avec une culasse mobile, eh bien, c'est que, en fonction des technologies, si vous ne faites pas d'upgrade, et en fonction des marques, eh bien, ils ne fonctionneront pas en dessous de 10 degrés. C'est quand même dommage d'avoir un objet qui ne fonctionne pas. Moi, j'habite en Seine-et-Marne, j'habite pas dans le sud, et donc, une grande partie de l'année, ce problème se pose. Si vous n'aimez pas les NBB, c'est-à-dire les non-blowback à gaz, vous pouvez investir dans des répliques secondaires des pistolets électriques. On en trouve aussi un certain nombre chez Sima, par exemple sur la marque Sima, je vous mettrai quelques références, qui vont vous permettre de jouer avec une batterie, et ces petits pistolets électriques, alors qu'ils n'ont pas forcément de culasse mobile, pour l'essentiel d'entre eux, vont fonctionner aussi par température froide. Et sinon, si vraiment vous ne m'écoutez pas, prenez plutôt du CO2 que du gaz, ça vous permettra plus d'amplitude de jeu en termes de température. Attention, un certain nombre de répliques de pistolets CO2 tirent trop fort. Regardez bien la fiche commerciale, échangez avec ceux qui connaissent, discutez avant de l'acheter avec des gens que vous voyez ou qui font partie d'une association, contactez la Fédération française d'airsoft, posez-moi la question s'il faut, mais un certain nombre de pistolets au CO2 ne passent pas en fonction des règles des associations. D'accord? Mais ça aussi, on le voit sur la fiche commerciale. Si on parle de la tenue maintenant, je suis toujours dans ce même état d'esprit. Je ne joue pas la tenue ou l'inspiration de ma première année d'airsoft. Dès la fin de ma première année d'airsoft, j'ai décidé de jouer Russo et je n'ai plus jamais arrêté.
et je me suis débarrassé de tout ce qui faisait mon inspiration précédente, qui était celle du débutant. D'accord? Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de jouer civil. Vous jouez civil. Vous avez vos chaussures de combat, comme je vous ai dit, vos protections globales, des beaux petits gants bien badass, et vous avez un jean un petit peu passé, un peu sale, un sweat à capuche, et roule, une cagoule, à la rigueur, au-dessus du stalker, pour faire un petit peu plus force spéciale, etc. Nous, par exemple, avec Critchek, on aime beaucoup le GRU, il y a une photo qu'on adore avec des mecs qui interviennent en ville. Les gars, ils ont un sweat à capuche noire, un jean, un vieux Smerch, et une AK-74MN. Ils n'ont pas le porte-plaque machin avec des camos de je sais pas trop quoi. Non, c'est extrêmement simple. Bien, jouez civil. Ce que vous allez acheter comme tenue la première année, c'est pas la tenue avec laquelle vous allez continuer pour la plupart d'entre vous. Ne perdez pas votre argent. Si vraiment vous voulez acheter un élément de tenue, prenez un pantalon. Investissez dans un pantalon cargo, c'est-à-dire avec des poches sur les côtés. Si vous avez un peu de moyens, avec des genouillères intégrées, c'est ce qu'on appelle les coupes G3, ça vous évitera de poser des genouillères au-dessus qui vous scient l'arrière des jambes, etc. Le G3, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus confortable, d'accord, et de plus sécuritaire. Vous aurez des grosses poches à l'arrière, des poches à l'avant. Ça vous permettra de mettre tout un tas de bidouilles qui vous dispensera, et on en parlera après, de porter du gear ou trop de gear. Bien. Le camo, si vous achetez un pantalon, OD, c'est-à-dire kaki, ou noir à la rigueur, si vous jouez en bâtiment. N'achetez pas des couleurs de camouflage trop connotées, parce que sinon, lorsque vous allez changer d'inspiration, vous n'allez pas pouvoir le recycler. Si vous l'achetez en kaki, ou si vous voulez absolument avoir un camouflage en multicam, vous allez pouvoir le réutiliser dans votre future inspiration. Pourquoi? Parce que le kaki et le multicam vont se retrouver dans plein de corps d'armée ancienne génération et nouvelle génération. Recyclage. Évitez de perdre de l'argent. D'accord? On va passer maintenant au gear. Le gear, ça va être ce qui vous permet de positionner votre radio. Débutant, vous jouez pas en team, radio, vous allez contacter qui? De positionner vos grenades, on va apprendre à utiliser un fusil d'assaut. Votre couteau, avant de faire des cuts en forêt, il va s'en passer. Hein. Votre kit de survie, votre nourriture, votre hydratation, vos éléments de topographie, on n'est pas dans le cadre du débutant. D'accord? La seule chose qui peut être utile pour vous, ça va être de mettre un petit écusson, un petit identifiant pour votre nom, un petit patch un peu rigolo que vous avez fait sur une plateforme avec votre blaze de combat, et puis de mettre votre téléphone portable, vos clés, ce genre de choses. D'accord? Si franchement vous voulez acheter quelque chose, achetez-vous un petit brelage de base. Voilà, comme celui-là. On est sur un petit chest rig, très modeste, qui va s'enfiler et se positionner sur la poitrine, voilà, avec des petits clips, tranquille. Là, j'ai mis le patch de mon équipe, mais vous pouvez mettre une bande patronymique avec votre nom, votre blaze, comme vous voulez, et il y aura la place pour mettre votre chargeur haute capacité si vous voulez, ou un deuxième chargeur haute capacité, puis votre téléphone portable, vos clés, ce genre de choses, d'accord? Et je l'ai pris, vous voyez, en OD. Ça, c'est quelque chose que j'ai acheté il y a très très longtemps, quand j'ai débuté, et c'est quelque chose que j'ai réutilisé parce que il est en OD. Avec une ceinture de combat, je vais pouvoir me faire une tenue extrêmement légère. Si je veux jouer avec un fusil de précision qui ne nécessite pas que j'emmène énormément d'emport, je vais l'utiliser aussi avec une ceinture de combat, une Warbelt en dessous, je vais pouvoir le recycler. Donc, par exemple, effectivement, le site Airsoft Entrepôt propose dans la gamme WoSport un certain nombre de petites banettes, de petites chest rigs de ce type-là, mais c'est de nouveau 50 € de plus. Si franchement, vous voulez absolument vous acheter quelque chose, prenez ce genre d'objet, encore une fois, de manière unie, en noir, en tan ou en OD. Je vous rappelle, le noir se voit très fort en forêt. Mais oui, mais vous pouvez jouer aussi en urbain. Et en urbain, le noir, c'est très bien. Un petit mot sur l'attitude sur le terrain maintenant. Je vous ai expliqué que c'était un loisir qui nécessitait à la fois la décontraction et de la concentration. Si vous arrivez avec une lucidité altérée, qu'est-ce que je vais mettre dedans? J'ai pas dormi de la nuit, j'arrive encore un peu alcoolisé, voire je m'alcoolise sur le terrain, voire je consomme des drogues. Votre lucidité sera altérée. Et c'est générateur pour vous et pour les autres de risque d'accident, mais aussi d'énervement pour vous, parce que vous n'avez pas le contrôle de vos émotions, et donc de gêne, du divertissement global. On ne peut pas se permettre de faire ça.
tout ce qui est alcoolisation et consommation de drogue est interdite sur tous les terrains d'airsoft. Oui, sauf qu'on ne va pas vous faire un test à l'entrée du terrain pour savoir dans quel état de forme vous arrivez. Donc, arrivez en bonne forme physique, c'est très consommateur d'énergie, l'airsoft. Vous devez arriver dans de bonnes conditions physiques pour être détendu, calme, divertissement, et concentré, éviter les accidents. La deuxième chose, c'est vous devez être à l'écoute du briefing, à la fois du briefing de sécurité, mais aussi des scénarios. Si vous arrivez juste pour tirer sur tout ce qui bouge, vous gênez tout le monde. Vous ne pouvez pas venir et jouer cavalier seul et vous moquer éperdument de l'organisation générale. L'ultra CQB, et je dis pas qu'on peut y faire n'importe quoi, mais si on veut faire du frag, c'est-à-dire tirer sur les gars d'en face en ne suivant pas le scénario, parce qu'on aime ça, la progression, tirer, et on veut être dans la baston en permanence, faites de l'ultra CQB ou du speedsoft. Et je n'ai aucun problème avec ça, d'accord? Mais si vous allez sur des terrains où il y a des scénarios avec une démarche des organisateurs pour que vous ayez des objectifs spécifiques, jouez le jeu, d'accord? C'est important. Troisième remarque, on ne marche pas, on ne court pas lorsqu'on joue à l'airsoft. On progresse. Et oui, c'est une façon de pratiquer. On progresse d'un élément de protection à un autre, d'un bâtiment à un autre, d'un arbre à un autre. On progresse vers le joueur d'en face. On progresse vers son scénario, on progresse vers son objectif. On ne divague pas sur le terrain en bavardant, d'accord? On progresse vers le spawn parce qu'on a été touché. On est sérieux de ce point de vue-là, d'accord? Parce que si vous divaguez sur le terrain, que vous courez, que vous faites n'importe quoi, accidentogène, et de toute façon, vous allez vous faire sortir toutes les 5 minutes. Si vous marchez en bavardant, vous ne respectez pas les autres joueurs, vous vous taisez, vous levez la main, vous rentrez au spawn, parce que nous, on est en train de jouer, et vous nous cassez notre délire, d'accord? Donc, on fait en sorte d'être dans la progression. Je le redis, et je l'ai redit plusieurs fois, je radote peut-être la couleur des cheveux qui me reste. Votre attitude conditionne votre divertissement, mais aussi le nôtre et celui de tout le monde sur le terrain, et celui des organisateurs eux-mêmes qui viennent là aussi, pour la plupart, lorsque ce sont des associations, pour se divertir. Dernière chose, la préparation physique et technique qui permet de progresser lorsqu'on est à domicile. Eh ben, je vais pas en parler aujourd'hui, voilà. Je ferai une petite revue spécifique, comme ça, les gens que ça n'intéresse pas du tout pourront ne pas regarder, c'est pas grave. Donc là, j'ai eu un certain nombre de demandes, donc je ferai une petite revue qui parlera des petites choses que l'on peut faire à domicile pour progresser dans sa chambre, voilà, dans un espace réduit, que ce soit physiquement et techniquement, mais ça, on verra plus tard. J'arrive à la fin de cette revue, j'espère qu'elle aura été utile pour un certain nombre de débutants. Les beaux jours en Seine-et-Marne ne veulent pas s'installer, il pleut à verse dehors, donc voilà. Ce week-end, on a crevé de chaud dans nos tenues, là, il fait un froid de canard et il pleut à verse, voilà, autour de Melun. Je sais pas comment c'est dans votre région. J'espère que cette revue va participer, comme d'autres choses, à ce que nous arrivions tous sur les terrains avec un bon état d'esprit et dans de bonnes conditions. On n'oublie pas que loisir, ça rime avec plaisir et que si on veut s'amuser, il faut faire preuve de fair play et il faut prendre ses billes. Allez, au revoir.